Ah, ici, avec. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Le 24 août 2020, Beyoncé, artiste afro-américaine majeure sur la scène internationale, sort le clip de sa chanson Brown Skin Girl. Littéralement fille à la peau brune, cette chanson et la vidéo qui l'accompagne sont un véritable hymne en l'honneur des femmes noires. Plus profondément, ce sont des productions artistiques dont la portée est internationale et intergénérationnelle, qui ont pour but de mettre en lumière la diversité des couleurs de peau dans la communauté noire. Car oui, les préjugés raciaux sont nombreux et le colorisme est une des traductions du racisme qui existe dans nos sociétés. C'est un sujet d'actualité préoccupant, et si plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour le dénoncer, il conserve cependant un fort impact sur la vie des personnes racisées. Ce phénomène de différenciation des couleurs de peau soulève plusieurs questionnements moraux, mais c'est aussi un enjeu de santé publique et psychologique. Donc d'abord, qu'est-ce que le colorisme ? Le colorisme est une discrimination raciale basée sur la couleur de peau au sein d'un même groupe ethnique. C'est une forme de sous-produit du racisme intégré dans une communauté discriminée. Le terme a été popularisé dans les années 80 par l'écrivaine afro-américaine Alice Walker. Le colorisme implique une hiérarchisation des couleurs de peau et il se manifeste par un traitement différencié et une inégale valorisation des individus. Les teintes de peau les plus claires sont alors préférées aux couleurs de peau plus foncées, identifiées comme moins jolies. Aux États-Unis, les termes de dark skin, brown skin et light skin sont utilisés régulièrement comme un nuancier pour distinguer les peaux les plus foncées des peaux les plus claires. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'expression chabin et chabine sont utilisées pour parler d'une personne à la peau claire. Le colorisme est donc une réalité plurisociétale. C'est un phénomène mondialisé qui s'étend à de nombreuses ethnies. Mais nous nous intéresserons aujourd'hui davantage au colorisme dans les communautés noires. Aux origines de ce phénomène de discrimination, il y a bien évidemment les dynamiques historiques de l'esclavage et de la colonisation. On sait que durant ces époques, les individus dont la peau avait une teinte plus claire ont toujours été avantagés et favorisés. Les esclaves qui avaient la peau très noire travaillaient dans les champs, dans les plantations, sous le soleil. A l'inverse, ceux dont la peau était plus claire étaient en règle générale plus facilement assignés aux travaux domestiques, d'où la distinction entre nègres des champs et nègres de maison. Ces schémas sociaux se sont ensuite transmis à travers les générations. C'est pourquoi, lors des grandes phases de colonialisme des puissances blanches, les mêmes réflexions ont persisté. On peut citer comme exemple le tristement célèbre génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, qui a eu lieu en 1994 durant la guerre civile rwandaise. Cet épisode marquant de l'histoire internationale est lié à différentes causes, dont le colorisme. Effectivement, il faut savoir que ces deux ethnies se sont fortement opposées du fait que les colonisateurs belges ont favorisé les Tutsis, qui se différenciaient par leurs traits plus fins et leur peau plus claire. Ainsi, ils ont eu accès plus facilement aux postes les plus haut placés, et cela n'a fait qu'attiser les rivalités entre Hutus et Tutsis. On peut donc dire que le colorisme puise ses origines au plus profond de l'histoire moderne et contemporaine. C'est à travers les rapports historiques entre les populations blanches et les populations noires que l'on peut chercher et très certainement trouver la genèse de cette discrimination basée sur les couleurs de peau. C'est d'ailleurs ce que nous dit Frantz Fanon dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, publié en 1952. C'est un homme de lettres martiniquais, philosophe et psychiatre, mais également sociologue, selon qui les peuples colonisés ont fini par intégrer d'une part ce discours de stigmatisation, d'autre part ce sentiment d'infériorité, pour finalement mépriser leur propre culture, leur propre langue, mais par-dessus tout, mépriser leur propre couleur de peau et à travers tout cela, leur propre peuple. Aujourd'hui, le colorisme prend de multiples facettes. En Afrique, mais aussi dans les pays occidentaux, on peut observer ces méfaits quotidiennement. On va donc voir plusieurs exemples significatifs pour illustrer cela. D'abord, le colorisme est bien souvent un facteur d'inégalité sociale. Plusieurs historiens et sociologues ont analysé le phénomène et ont trouvé des corrélations entre le degré de pigmentation de la peau des individus et leur position sociale. Les sociologues et professeurs américains Verna M. Kiss et Cedric Herring ont publié une étude en 1991 intitulée Skin Tone Stratification in the Black Community, parue dans le journal américain de sociologie. En déclinant 5 groupes de couleurs de peau
au sein de la population afro-américaine, allant donc de la peau foncée à la peau claire, ils ont révélé que parmi les cadres afro-américains, 30% ont la teinte de peau la plus claire, tandis que 10% seulement ont la teinte de peau la plus foncée. A contrario, 20% des ouvriers afro-américains avaient la peau claire et 50% la peau foncée. Par ailleurs, une personne ayant la peau foncée avait en moyenne des revenus 30% inférieurs à ceux d'une personne à la peau claire. Leur travail révèle donc d'une part qu'être une personne racisée constitue un handicap social incontestable, mais aussi qu'au sein de la population classée comme noire, le degré de pigmentation de la peau joue un rôle dans l'accès à certains emplois et dans la qualité de vie des individus. De ce fait, il paraît évident que cette ségrégation intracommunautaire a un impact au niveau des représentations dans la société, et notamment dans ce qui en est le miroir, c'est-à-dire les médias. Ce phénomène de mondialisation du teint, également qualifié de whitewashing, est à peine camouflé au sein d'une scène populaire qui tend vers une uniformicité blanche, avec une discrimination positive teintée d'hypocrisie. Depuis les grandes problématiques raciales qui ont traversé et qui traversent encore les pays du monde actuel, certaines personnes ont été plébiscitées comme représentants des communautés noires, mais encore une fois, ce sont souvent des individus à la teinte de peau plus claire dont nous parlons. On peut citer par exemple la vice-présidente actuelle des États-Unis, Kamala Harris, qui est décrite comme fer de lance de la communauté noire à laquelle elle appartient, or son teint est considéré comme clair. Le poids du colorisme se traduit donc dans nos représentations actuelles, et ce, en n'épargnant aucun domaine. Cela contribue à générer des modèles d'identification insatisfaisants au cinéma, dans les séries, dans les publicités, et participe à raviver les complexes des populations. Depuis plusieurs années, de nombreuses séries afro-américaines ont vu le jour aux États-Unis. Le casting majoritairement noir de ces séries n'échappe pourtant pas à la valorisation des peaux claires. Dans la série Ma famille d'abord, l'actrice Jaz Ray Cole, qui joue le personnage de Claire, a rapidement été remplacée par Jennifer Freeman, une actrice à la peau plus claire et aux traits plus fins. Pareillement, dans Le Prince de Bel-Air, l'actrice Daphne Reid s'est substituée à Vivian Banks. L'impact du colorisme s'étend à l'univers musical et touche des zones différentes du monde à travers des sphères d'influence diverses. Les exemples ne tarissent pas, ainsi on peut parler des grandes icônes de la pop culture américaine dont l'influence est internationale, comme Michael Jackson, qui est connu pour s'être blanchi la peau. D'autres célébrités, superstars, ont le teint clair, de manière naturelle ou non, comme Beyoncé ou encore Rihanna, et de ce fait cultivent le culte de ce phénomène qui devient culturel. Citons le chanteur jamaïcain Vybz Kartel, influence majeure du dancehall à l'échelle des Caraïbes, qui a fait la promotion des peaux les plus claires, allant jusqu'à commercialiser le Vybz Cake Soap, un savon censé blanchir la peau. Cette pratique de dépigmentation, de blanchiment et d'éclaircissement de la peau subit donc une propagande intense sur le plan médiatique. En raison de cela, le colorisme se manifeste fortement à travers la commercialisation de produits blanchissants pour la peau. L'idéal de la peau blanche est un marché très florissant pour plusieurs multinationales de la cosmétique qui profitent du mal-être des individus pour commercialiser toutes sortes de crèmes, de gels ou de savons. Ce marché devrait peser plus de 30 milliards de dollars d'ici 2024. Selon le rapport de l'OMS de 2011, l'utilisation de ces produits serait particulièrement répandue en Asie, aux Caraïbes et en Afrique subsaharienne. En 2011, environ 25% des femmes maliennes utilisaient de manière régulière ces crèmes pour la peau. Au Sénégal, elles étaient 25%, en Afrique du Sud 35%, au Togo 59%, et jusqu'à 77% au Nigeria. Au-delà du problème éthique que pose la commercialisation de ces produits, c'est aussi leur dangerosité pour la santé humaine qui est préoccupante. Parmi les composants les plus dévastateurs, on retrouve les corticoïdes, l'hydroquinone et les dérivés mercuriels. Appliqués de manière régulière, ils peuvent provoquer des eczémas, l'apparition de taches définitives sur la peau ou l'apparition d'acné. Ils favorisent aussi le diabète, l'hypertension et augmente les risques de développer un cancer de la peau. L'hydroquinone et surtout le mercure se révèlent être les actifs dépigmentants les plus dangereux. Dans une note de 2017, l'OMS indique que le mercure est l'un des 10 produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique et que l'exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l'enfant in utero.
L'organisation appelle donc à éliminer progressivement l'utilisation des produits non essentiels renfermant du mercure. La lutte contre l'industrie nocive du blanchiment est déjà lancée dans de nombreux pays du globe. En 2001, l'hydroquinone est interdite à la vente sans prescription médicale dans l'Union européenne. Concernant le mercure, son utilisation pour la fabrication de produits cosmétiques et la commercialisation de produits en contenant est interdite ou limitée à de très faibles doses dans des pays comme le Canada, dans l'Union européenne, aux États-Unis, aux Philippines et dans une série de nations africaines dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria ou encore l'Ouganda. Mais malgré leur prohibition, la disponibilité de produits à base de mercure est toujours de mise et il reste souvent facile à trouver au marché noir contre lequel les États peinent à lutter. Autre difficulté majeure, la fraude. Les entreprises qui vendent ces produits, comportant notamment le mercure et l'hydroquinone, ne citent pas toujours ces éléments parmi les ingrédients ou affichent des taux de concentration moins élevés qu'il n'y en a en réalité. Malgré les efforts législatifs des États, il semblerait que tant que le culte de la peau blanche ne tarit pas, la pratique de la dépigmentation continuera de sévir. Le colorisme est donc une question méconnue qui pourtant rythme les quotidiens de nombreuses communautés à travers le monde. Les discussions récentes en Gambie sur l'abrogation de la loi qui prohibait l'usage de produits blanchissants nous montrent par ailleurs que le problème de la dépigmentation est loin d'être réglé.